Et ça commence déjà à débattre. Allez, je vous présente tout de suite. Je présente nos 4 invités ce soir. Marie Lebec, bonsoir. Députée La République En Marche des Yvelines et membre de la Commission des Affaires économiques. Florian Philippot, bonsoir. Président du parti Les Patriotes. Éric Revel, bonsoir. Journaliste économique. Et Olivier Frégé, bonsoir. Bonsoir. Avocat spécialisé en droit de la concurrence. Faute politique et économique, nous dit l'exécutif. Bruxelles est complètement à côté de la plaque, nous dit même la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Éric Revel, qu'en pensez-vous ? Bruxelles est à côté de la plaque. Je ne vais pas reprendre exactement les termes de Bruno Le Maire, mais pour moi, c'est une faute stratégique et politique. Ouais. Stratégique parce que on a besoin de grands projets industriels. Souvenez-vous ce qu'a fait EADS, Airbus, le rapprochement même d'Air France et de KLM. Donc on donne l'impression, si vous voulez, que l'Europe est une passoire où la concurrence serait interdite en interne, parce que c'est une des raisons pour lesquelles la commissaire danoise a refusé cette alliance. C'est pour protéger notamment les consommateurs. Bon. On y viendra d'ailleurs. Mais en revanche, c'est une passoire parce que, mais une politique industrielle, ça s'apprécie sur le moyen et sur le long terme. Quand j'entends dire que la grande entreprise chinoise CRC ne va pas venir tout de suite vendre des trains, oui, mais enfin une politique industrielle, c'est pas pour le mois suivant. Bon, donc pour moi, c'est une erreur stratégique. Et c'est une erreur politique parce qu'on est à 2 mois d'élections européennes. Et le message politique qu'envoie cette commissaire européenne, pour moi, danoise, que je respecte beaucoup, et on me dit qu'elle est extrêmement rigide, c'est la fille d'un pasteur, bon, hein. C'est quoi ? Avec des ambitions fortes aussi. Avec des ambitions fortes, notamment pour la présidence de la Commission européenne, c'est de dire quoi ? C'est de dire, mais en fait, le message que j'envoie, c'est que l'Europe n'est pas capable de protéger son marché en laissant des géants se construire. En revanche, il se peut, même si c'est pas immédiat, que des Chinois ou d'autres viennent nous menacer en Europe. Et ça, je trouve que c'est une erreur, à la fois stratégique et politique. Alors vous, Florian Philippot, c'est presque une première, vous applaudissez cette décision de Bruxelles. Je vais vous le dire de manière assumée, de manière très cynique, parce que je prends le résultat. Je ne suis pas du tout d'accord, je pense, avec le raisonnement qui d'ailleurs ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que cette fusion, j'aurais aimé que ce soit l'État français qui bloque, ou qui ne soit pas à l'origine. Mais bon, pour l'instant, on est dans l'Union européenne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'aura pas lieu et qu'on va préserver un champion national. Parce que c'est bien gentil de nous dire on va créer un champion européen, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'était une absorption. Attendez, je vous ai laissé parler. Ayez au moins la politesse de me laisser parler. Parce que si vous voulez, je connais la rhétorique. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, un pays comme la France, avec son histoire, est capable de s'imposer face aux Chinois, face aux Russes, face aux Américains. Déjà, vous n'êtes pas très poli, donc laissez-moi parler. Allez, Florian Philippot, Alstom, un groupe solide, 40 milliards d'euros de commandes. Moi, je veux dire que ce soit racheté par un Allemand ou un Chinois, peu importe, c'est plus français. Ça n'est plus français. Et on est assez naïf de croire que l'Allemagne, elle, ne défend pas sa politique industrielle nationale. Je veux dire, pour une fois, je comprends que les macronistes pleurent. Parce que pour une fois qu'un champion national est préservé, ça leur plaît pas. Monsieur Macron, c'est quand même le spécialiste de... comme ministre de l'économie sous Hollande ou comme président de la République ensuite, de la grande braderie des champions nationaux. Je rappelle que c'est lui qui, au départ, devait nous marier, on nous disait marier à égalité entre égaux, Technip, grand fleuron français, avec un Américain FMC. Aujourd'hui, toutes les décisions sont prises. Oui, mais on nous avait dit que c'était à égalité. Là, on parlait d'un Allemand et d'un Français. On va aussi laisser répondre Marie Lebec et Olivier Frégé. Non, mais vous dites des contre-vérités. Non, monsieur, je ne dis pas la même chose que vous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Rapidement, les autres n'ont pas parlé. FMC, aujourd'hui, l'Américain contrôle Technip. Même chose avec Lafarge, qui a été racheté par un Suisse. Européen, un Américain. Par un Suisse, Holcim. Même chose avec Lafarge, je l'ai dit, avec Nokia qui a racheté... C'est pas Alcan, c'est un Canadien. Vous êtes indiscipliné, Eric. Allez, on va donner la parole à Marie Lebec. Ce qui vous dérange, c'est que je dis la vérité. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est que vous connaissiez mal vos dossiers. Moi, je pense que le TGV... Ça me dérange pour vous. Je pense que le TGV... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y, je vous laisse maintenant. Je souhaite que le TGV français soit français. Je pense que Alstom, c'est une entreprise qu'on a dépecée dans des conditions extrêmement louches. Je vous rappelle qu'il y a un député, monsieur Marlex, qui pense que peut-être dans la vente de Alstom Energy, avant qu'on ne brade Alstom Transport, dans la vente de Alstom Energy à l'américain General Electric, il y a peut-être un pacte de corruption entre la campagne d'Emmanuel Macron et la vente de cette partie-là à General Electric. On a dépecé Alstom, on a affaibli Alstom Transport et aujourd'hui on voulait... Florian Philippot, Marine Le Pen applaudit une décision de Bruxelles. Elle ne croit pas à l'argument de la concurrence chinoise. On va l'écouter, elle était chez nos confrères de France Info. Avant que les Chinois vendent des trains en Europe, honnêtement, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Stop avec ce genre de mensonges qui visent en réalité à dépecer et donc à
exproprier en quelque sorte les Français de leur propre patrimoine. Parce que tout ça, ça appartient pas à M. Macron. Il faut quand même qu'il se le dise à un moment donné. Et pas plus que ça n'appartenait hier à M. Sarkozy ou à M. Chirac. Tout ça, ça appartient en réalité aux Français. Or, on ne cesse de départir les Français de leur propre possession, de ce qu'ils ont construit, eux, leurs parents, leurs grands-parents, leurs aïeux, et tout cela au détriment, évidemment, de notre indépendance, de notre puissance et de notre souveraineté. Marie Lebec et Olivier Frégé, et seulement vous pour l'instant. Oui. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec M. Philippot, mais il le sait. Mais Marine Le Pen qui nous dit en fait la menace chinoise. Je veux dire, c'est la théorie du repli sur soi, de penser qu'on peut avoir des champions industriels qui peuvent être innovants, performants, aller conquérir des marchés internationaux uniquement au niveau national. Il faut, je pense, reprendre l'exemple d'Airbus, qui est vraiment l'exemple de la réussite du modèle transeuropéen de l'industrie et qui nous permet de rivaliser aujourd'hui avec son qui serait grand interdit aujourd'hui partenaire. par la Commission Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Mais qui serait interdit par la Commission. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous m'avez suivi à mon couple, non, pas moi. Donc, avec qui permet de rivaliser avec Boeing. Effectivement, la décision est incompréhensible de la part de Bruxelles de dire oui, mais dans un avenir immédiatement proche, il n'y a pas de risque d'une concurrence chinoise. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Je pense que c'est effectivement très important d'avoir une vision à moyen long terme. Et puis, au demeurant, on sait que c'est quand même aussi ces grands groupes qui sont capables de porter l'innovation, vu que visiblement, c'était une des inquiétudes de Bruxelles. On ne peut pas défendre ses consommateurs si on tue toutes les industries européennes qui sont sur notre sol, et il faut absolument qu'on les pousse à se marier pour avoir une masse critique qui leur permette de rivaliser face aux géants internationaux. Olivier Frégé, on ne laisserait pas apparaître un groupe comme Airbus aujourd'hui, la Commission européenne? Non, ça n'a aucun sens. Bien évidemment, Airbus, les règles de concurrence existent depuis 50 ans en Europe, donc Airbus, et quand on a constitué Airbus, il n'y a eu aucun problème de concurrence. Moi, ce qui me fascine dans le débat qui vous oppose tous, c'est le refus tout simplement d'aller regarder rationnellement de quoi on parle. Je veux dire, tout simplement, il y a un débat rationnel possible en droit de la concurrence, il a été mené, et visiblement Alstom et Siemens, en dépit d'interventions du gouvernement français et du gouvernement allemand, ont été incapables de convaincre des gens qui sont rationnels, qui ne sont pas idéologiques, parce qu'on est là dans des accusations ad hominem. Donc, regardons les arguments. Il y a énormément d'autres choses dans ce que vous dites qui sont des arguments sous-jacents non vérifiés. Le premier, c'est « big is beautiful ». Non, big n'est pas toujours beautiful. Ce qui fait la force aussi d'une industrie, regardez l'industrie allemande, regardez y compris l'industrie italienne, c'est parfois des entreprises de plus petite taille qui coopèrent entre elles. Il n'y a pas besoin d'être énorme pour affronter. Je veux dire, on n'a pas aujourd'hui la preuve, et en tout cas moi je ne l'ai vu dans aucun des débats, de cette hypothèse sous-jacente que puisque c'est gros, ce sera plus efficace et que c'est comme ça qu'on réunira, qu'on sera face. Mais non, c'est le thème. C'est l'économie d'échelle. C'est le thème. Certes, mais si vous connaissez bien le marché des trains à grande vitesse, j'en doute pas, vous voyez bien qu'il y a une ultra-concentration sur ces marchés-là, qu'aujourd'hui, le Chinois dont on parle vend des trains qui sont sans doute très efficaces. Techniquement, il en produit 200-250 par an. Alstom et Siemens, je crois que c'est une trentaine de trains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le gros n'est pas forcément beautiful, mais sur des marchés hyper structurants comme ceux-là, la taille est une réponse. Et encore une fois, les règles de concurrence, vous avez raison de le rappeler, elles existent depuis un certain temps. Vous savez, quand la Commission a donné son feu vert pour le rapprochement entre Air France et KLM, j'imagine que Lufthansa, par exemple, un Allemand, j'imagine que Air Italia, à l'époque, qui n'était pas en difficulté comme elle l'est aujourd'hui, devait regarder ça de très très loin. Est-ce que M. Philippot aurait préféré que Air France reste dans son coin et ne salit pas KLM? Il trépigne d'impatience, il a envie de vous répondre. Moi, je n'ai pas toujours cette obsession de vouloir absolument être racheté ou par... Non, mais je veux dire, c'est hallucinant. Votre débat, c'est est-ce que Alstom non, c'est de réussir à se battre face à des géants chinois. Non, parce qu'en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alstom, c'est une entreprise qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alstom Transport. 9000 salariés en France. Bénéficiaires. 280 millions en 2016, ça a augmenté en 2017, ça a augmenté en 2018. Ça va très bien chez Alstom. Une dette extrêmement faible, moins de 200 millions d'euros. Il n'y a aucun problème. Et vous nous dites, est-ce qu'il faut se faire racheter par un Allemand? Parce que demain, on pourrait se faire racheter par un Chinois. Je vais vous dire, mais si, c'est ça. Bien sûr que si, puisque les Allemands deviennent majoritaires, plus de 50%. Quelle est la gouvernance chez EDF? Vous savez comment ça fonctionne entre les Français et les Allemands? Je ne parle pas de EDF, je parle d'Alstom. Voilà quelque chose qui a réussi entre la France et l'Allemagne. S'il vous plaît, Eric, on va laisser peut-être Florian Philippot terminer une phrase. Pour un macroniste, il a du mal avec le grand. Allez, Florian Philippot, on va aller au bout parce qu'il faut qu'on avance. Pour un patriote... Eric Revel, s'il vous plaît. Oui, allez. Florian Philippot. Et il se trouve que Alstom, c'est une entreprise
entreprise qui fonctionne très bien. On a les moyens de défendre l'industrie française. Tous les pays se protègent. Je vous signale qu'on a même pris en France il y a quelques années un décret protégeant les investissements stratégiques et on ne l'utilise pas. Si, on l'utilise. Il se trouve que M. Macron, dans quelques mois, veut privatiser les aéroports de Roissy et d'Orly et du Bourget, aéroport de Paris. Ouais. Il se trouve qu'il veut privatiser la Française des Jeux, qui rapporte pourtant à l'État 3 milliards. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop du sujet de ce soir. Non, c'est le même sujet. Ouais. C'est la politique industrielle de la France. D'accord. Moi, je dis que la France peut avoir une politique industrielle parfaitement performante, à condition effectivement qu'elle sache se défendre s'il le faut, qu'elle ait une monnaie adaptée à son économie, ce qui n'est pas le cas avec l'euro, et que nous ne soyons pas extrêmement naïfs par rapport à nos concurrents allemands, italiens ou chinois ou américains, alors que nous n'avons eu de cesse ces dernières années, je rappelais Technip, je rappelais Lafarge, je peux en rappeler d'autres, Alcatel, Lucent, de les laisser être vendus, bradés à des puissances étrangères qui, elles, défendent leurs intérêts nationaux, y compris l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts nationaux, la France se laisse croquer. Dans cette affaire se pose aussi la question de l'intérêt du consommateur et des salariés. Le 21 janvier dernier, les syndicats français et belges d'Alstom avaient rencontré cette commissaire européenne à la concurrence. Et il lui avait dit tout le mal qu'il pensait de cette fusion possible. Je voudrais qu'on les écoute. Si cette opération se fait, ils vont encaisser 3 milliards. Et l'industrie, qu'est-ce qu'elle gagne là-dedans? Elle ne gagne rien du tout. Ça profitera aux actionnaires, nous dit-il. Autre argument, et je vais vous laisser répondre, Marie Lebec, celui de Claude Mandard, délégué syndical central CFE-CGC d'Alstom, consulté lui aussi par cette commissaire européenne. Et voilà ce qu'il avait déclaré. Nous lui avons rappelé que cette consolidation amènerait certainement une accélération de l'entrée de nos concurrents chinois en Europe, plutôt que de les repousser. Cette commissaire européenne à la concurrence a finalement écouté les salariés, les syndicats. Est-ce que c'est audible comme argument ? Mais moi j'entendais ce que disait monsieur qui expliquait qu'il y avait un certain nombre de règles et certes pour l'instant la doctrine un peu européenne consiste à dire on favorise la concurrence au maximum entre plusieurs petits acteurs et on évite les monopoles pour préserver le consommateur. Mais le consommateur, le salarié, on évite pour préserver le consommateur. En gros, c'est pour préserver la structure dynamique d'une économie. C'est pas seulement laissez-moi juste aller au bout. Donc je peux entendre que la commissaire européenne fasse appliquer cette ligne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière où on voit bien toute l'importance de l'industrie dans nos économies et on a absolument besoin de géants industriels qui peuvent être présents à l'international. Oui, et il faut, en termes macroéconomiques ou microéconomiques? Parce qu'il y a aussi le cas des salariés, des syndicats, des consommateurs. Est-ce que c'était une bonne affaire à grande échelle et une mauvaise affaire pour les petits? Non, c'est pas une mauvaise affaire pour les petits. Vous savez, si l'entreprise elle a la capacité de s'exporter comme ce qu'on peut avoir en France, des géants comme Suez, comme Veolia, qui sont capables d'aller vendre le savoir-faire européen à l'international, c'est tout bénef pour les salariés, puisque ça leur permet effectivement de se développer, de voir leur entreprise croître, de faire de la recherche, de l'innovation, d'amener aussi, vous savez, moi je travaille beaucoup avec le GIFAS, par exemple, qui est un groupement en fait avec Airbus un peu en tête de file, et qui emmène tout un tissu de PME très dense, et donc ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui est un peu leader sur le secteur, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les grandes infrastructures, et ça permet de développer un tissu de PME aussi autour, de structurer un peu. Moi, je pense que c'est défavorable à l'emploi. Olivier, on va laisser parler Olivier Frégé aussi. Deux remarques. La politique que vous décrivez, tous les deux, voire tous les trois, ça fait 50 ans qu'on la mène dans ce pays, et ça fait 50 ans que nous désindustrialisons. Non, pas moi, non. Oh, c'est la même, c'est le même type de mécano industriel. Peu importe, allez-y, continuez. Je reviens. C'est de la mécano, c'est de la mécanique. Mais l'égoïsme, je reviens sur la question maintenant la protection ici des consommateurs veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas permettre à ces deux entreprises de prélever une rente sur le consommateur. Bon. Cette rente, qu'est-ce qu'elles en font? Alors, s'il y a de la concurrence, la rente, ils la redistribuent sous forme d'innovation. S'il n'y a pas de concurrence, effectivement, la rente monte chez les actionnaires et ne revient pas en Europe. Donc, quand on parle de protéger le consommateur, on parle de protéger la structure du marché. On parle de protéger en réalité l'économie. Ça n'est pas une question de 2 € de plus ou moins dans la poche du consommateur. De rente, de dividendes. Mais oui, parce que quand vous avez un monopole, vous prenez demain un appel d'offres dans lequel il y aurait... Mais permettez-moi de finir. Ben oui, évidemment. Quand vous avez un monopole sur un appel d'offres... Vous connaissez quel est l'actionnariat chez Siemens et Alstom? Est-ce que les salariés sont actionnaires de Olivier Frégé, on va le laisser finir. Non, mais il est possible de terminer une phrase, peut s'expliquer, avoir un débat rationnel. Sinon, je vais pour une fois être du côté de monsieur. Allez, Olivier Frégé. Donc, je reprends. Vous avez un appel d'offres. Dans cet appel d'offres, demain, il n'y aurait plus qu'une seule entreprise. Évidemment que les prix montent dans ces cas-là. Disons, l'inverse serait... C'est mécanique. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que ces prix montent, vous avez la garantie
qu'ils seront réinvestis dans ce que vous expliquez comme étant l'innovation et qui ne vont pas monter chez les actionnaires. Quelle garantie l'avez-vous ? Eh bien, vous n'avez cette garantie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement, ça peut favoriser les Chinois, vous n'avez cette garantie que s'il y a de la concurrence. Donc vous ne pouvez pas à la fois prétendre que vous allez créer un monopole. En créant un monopole, vous permettez un mécanisme de rente sur le dos du consommateur. Consommateur ici qui peut être espagnol, et on est dans un vrai débat espagnol, italien et pas seulement franco-allemand. Et cet argent, vous n'avez aucune garantie qu'il se réinvestira dans l'économie européenne. C'est ce genre de raisonnements qui sont documentés dans des discussions, dans des documents, dans des décisions de concentration, qui donnent lieu à des échanges avec des études économiques, qui peuvent demain être débattues devant, autrement que dans de ce type de débat, devant le tribunal de l'Union. Je suis un peu surpris d'entendre. Donc tout ça fait l'objet d'un processus opposable. Il est quand même surprenant que deux entreprises de cette taille arrivent à un pareil échec, alors que de toute évidence, tous leurs conseils ont dû leur dire... mal été conseillés. Alors, je laisse quand même tous leurs répondre. conseils ont dû leur dire que c'était impossible. Éric Revel, si vous avez envie de répondre, et ensuite Florian Philippot. Rapidement, s'il vous plaît, pour entendre tout le monde. Moi, je reste sur la position que je défendais Non, mais l'impact sur le consommateur, le salarié, la crainte des suppressions de postes... L'impact sur le consommateur, est-ce qu'on préfère avoir, comme vous le disiez il y a quelques secondes, des géants extra-européens qui vont venir sur le marché et qui, pour le coup, vont casser les prix, avec une concurrence européenne qui ne suivra pas parce que le niveau des salaires n'est pas le même. Et là, on aurait... C'est un autre sujet. Mais c'est non, pas c'est le pas contrôle un des autre sujet. concentrations. Mais C'est pas au contrôle de concentration. Vous-même, vous dites qu'il y a un danger chinois, quand même. Alors, Florian Philippot, Marie Lebec. C'est vrai que là, on a des centres de décision qui vont partir en Allemagne et on a des emplois qui risquent de partir en Allemagne. Bon, alors je vois pas très bien ce qu'on a à gagner. Alors on nous dira c'est européen, sauf que c'est plus français. Donc c'est bien gentil, mais ça sera en Allemagne, comme ça s'est passé pour les autres fusions dont j'ai parlé. Monsieur Philippot, est-ce que je peux me permettre juste... Après, non, je parle vous ne permettez pas, vous me permettrez tous après les si vous êtes poli, tous les exemples républicain. que vous avez pris, c'est pas des exemples européens. Mais si, ce sont des exemples français. S'il vous plaît, sinon on n'avance pas. Après, je voulais dire un deuxième point. C'est pas les mêmes dossiers. En tout cas, vous partagez les craintes des syndicats qui disaient craintes de suppression de postes. C'est des choses qu'on vérifie dans beaucoup de fusions. Ok. Alstom, on ne peut pas parler d'Alstom sans dire que Alstom, c'était d'abord l'électrique, les turbo-alternateurs, l'entretien des turbo-alternateurs qu'on trouve dans nos centrales nucléaires, les 58 réacteurs français, dans les sous-marins, les 4 sous-marins nucléaires français, et également pour l'entretien du Charles de Gaulle, notre magnifique porte-avions. Ça, c'était Alstom Énergie. Ça a d'abord été vendu à l'américain General Electric, qu'on ne m'explique pas que c'est une bonne affaire. Même en termes d'emploi, il devait créer 1000 emplois. Pour l'instant, il en a supprimé 350 à Grenoble. Et il se trouve que c'est quand même extrêmement stratégique de voir nos turbo-alternateurs de centrales nucléaires, de sous-marins nucléaires et du Charles de Gaulle être dans la main d'une puissance étrangère de fait américaine. Pour les transports... Essayez d'être bref, sinon on n'y arrive pas. Je suis très bref, mais je suis obligé d'expliquer un tout petit peu l'historique. Une fois qu'on a dépecé Alstom, qu'on a enlevé l'énergie vers l'américain, il restait le transport. Et là, on a dit, c'est trop petit, donc on va le vendre à l'allemand. Ça s'appelle l'inverse d'une politique industrielle, voyez-vous. Et moi, je crois que la France peut avoir une politique industrielle. Encore une fois, ne le fera pas dans le cadre actuel et avec les dirigeants actuels. Marie Lebec. Mais elle le fera si elle a une conscience de ses intérêts et si elle a des dirigeants qui sont conscients également des intérêts nationaux. Non, mais je crois qu'il faut pas être naïf et se tromper de marché. Quand les Chinois n'ont peut-être pas dans un avenir immédiat de volonté de partir en Union européenne ou les Américains non plus sur le marché du train et de l'équipement ferroviaire, mais enfin, il faut bien se dire que ces acteurs-là ne restent pas cantonnés à leurs marchés nationaux. Ils vont à un moment ou à un autre se déployer dans le reste du monde. Et je veux dire, aujourd'hui, même Alstom plus Siemens réunis, c'est 2 fois moins important que CRRC. Donc moi, je veux dire, le jour... on a des bonnes offres, on a des bons ouvriers, on a des bons ingénieurs. Vous n'avez pas confiance dans Alstom. En Union européenne, nous sommes favorables à l'arrivée d'acteurs concurrentiels qui soient européens ou extra-européens. Donc le jour où les Chinois arrivent sur le marché... il est plus français. Laissez-moi finir, monsieur Philippot. Le jour où on arrive... Laissez-moi finir. Le jour où ils arrivent sur le marché... Laissez finir Marie Lebec, s'il vous plaît. C'est laborieux, on va pas y arriver. Le jour où ces acteurs arrivent sur le marché, si on est avec un Alstom, un Siemens, etc., des petites entités éclatées au sein de l'Union européenne, ils ne pourront pas faire face, quoi qu'il arrive, à la concurrence chinoise. Ce ne sera pas possible. On ne sera pas compétitif. On n'aura pas la taille critique suffisante pour faire face. Donc, au-delà juste de partir à l'international, je pense que c'est fondamental qu'on définisse une politique industrielle qui soit une politique européenne et non pas nationale. Allez, on avance. Je reprends la parole. Pardonnez-moi. Cette affaire révèle-t-elle, oui ou non, un problème dans le fonctionnement
fonctionnement même de l'Europe, nos confrères du Figaro sont livrés un petit rappel historique. La Commission européenne dispose d'un droit de veto sur les grands projets de fusion depuis 1989. En près de 30 ans, plus de 6000 fusions ont été approuvées, moins d'une trentaine ont été bloquées. Depuis le début de son mandat, fin 2014, la fameuse Margrethe Vestager a interdit 3 rapprochements. S'il vous plaît, messieurs, on ne m'entend pas si on vous entend. Il y a des règles, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bruxelles ne fait qu'appliquer les règles que les gouvernements ont décidées. Ce sont les gouvernements qui ont décidé de lutter contre les monopoles pour protéger les consommateurs. S'ils ne sont pas d'accord avec ces règles, qu'ils les changent plutôt que de taper sur Bruxelles qui ne fait que les appliquer. Changer les règles, c'est justement ce que compte faire Édouard Philippe. Il l'a dit cet après-midi. Écoutez. Ce qu'il nous faut reconstruire, c'est à la fois le droit de la concurrence tel qu'il est mis en œuvre dans l'Union européenne, de façon à ce que ce droit de la concurrence soit envisagé sur des marchés qui sont des marchés mondiaux. Songez que la Commission n'a pas voulu se poser la question du marché mondial en intégrant l'Asie et la Chine, alors que ces marchés sont fermés à l'industrie européenne. Il nous reste 4 minutes, je vais vous demander d'être bref, concis, s'il vous plaît, et de jouer le jeu. Olivier Frégé, il faut les changer, ces règles de concurrence en Europe? Non, absolument pas. Je veux dire, ce sont les mêmes qu'on applique dans toute l'OCDE. Elles fonctionnent parfaitement. Ici, le cas était parfaitement clair. Effectivement, il n'y a pas d'intérêt ni pour la structure économique européenne, ni pour le consommateur de favoriser cette concentration entre deux entreprises qui auraient été en monopole. Là, il est évident que les définitions de marché sont quelque chose de technique et qu'il ne s'agit pas de faire des proclamations disant les marchés sont mondiaux. Non, il faut aller les regarder. Et quand on les regarde, je sais que la Commission l'a fait, eh bien, le marché n'est pas mondial. Peut-être qu'il le sera un jour, il ne l'est pas aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, en revanche, sur Airbus. C'est vrai qu'il y a des marchés plus mondiaux dans l'aéronautique. Éric Revel, il faut les changer, ces règles de concurrence en Europe? Moi, je suis ni un homme politique, ni un homme de loi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a des règles et qu'on s'y heurte, il n'y a que 2 possibilités. Où on se prend le mur dans la figure, et c'est un peu quand même ce qui s'est passé pour le gouvernement d'Édouard Philippe, on vient d'entendre, ou alors on essaie de les modifier. Alors j'ai entendu aussi le ministre allemand qui, de la même manière, est en colère, donc souhaite un débat à l'intérieur de l'Europe pour modifier ces règles européennes. Bon, mais il y a quoi ? Il y a 26 pays en Europe, et je souhaite du courage. Voilà, donc c'est pas si simple. Mais c'est la bonne direction, c'est ce qu'il faut faire. Oui, parce que les règles, elles s'imposent. Donc, à partir du moment où on se prend le mur, l'idée, c'est d'essayer de les changer. Florian Philippot. Je vois souvent les européistes déplorer les conséquences des causes qu'ils adorent. Voilà, ils adorent l'Union européenne, ils nous l'ont imposée, y compris quand on a dit non par référendum la dernière fois. Et ensuite, parfois, régulièrement, ils se plaignent. Directive, là, c'est cela. Ça peut être la directive détachement des travailleurs, ça peut être Schengen, ça peut être telle ou telle politique. Mais c'est eux qui ont mis ça en place. On ne peut plus le changer. Moi, je suis extrêmement conséquent. Il faut en sortir de ce machin. Il faut en sortir. Voilà. Et on ne peut pas le changer. Le machin, c'est l'Europe. L'Europe, oui. On ne peut pas le changer. Donc, il faut en sortir. On fera des coopérations, de belles coopérations avec les pays européens et avec les pays du monde. On étouffe en Europe. Il y a des pays dans le monde. Aujourd'hui, on n'est plus en 1957. Il y a d'autres puissances, heureusement. Et on fera de belles coopérations. Mais on arrêtera de dire aux citoyens français, à chaque élection européenne, on va changer l'Europe, on va changer l'Europe. Même Madame Le Pen dit ça aujourd'hui. Bon, depuis qu'elle a changé de doctrine sur l'Europe et l'euro depuis quelques mois. Non, mais je veux dire, il faut arrêter ce mensonge. Ça se fera pas. Donc, on en sort ou on reste. Et si on reste, on accepte tout. Pour sortir de l'euro. Moi, je suis pour sortir de l'Europe et donc de l'euro à l'intérieur. Oui, Schengen, l'euro, toutes les politiques européennes. Marie Lebec. Non mais l'Europe c'est pas un objet figé, Monsieur Philippot. Il faut être capable de la faire évoluer parce que je veux dire, on avait jusqu'à présent une doctrine qui consistait à l'élargissement et l'approfondissement. Je pense qu'aujourd'hui l'époque a changé, les pratiques ont changé. L'Europe du XXe siècle c'est pas l'Europe du XXIe siècle. Et effectivement, je pense que En Marche on s'inscrit dans un projet politique qui consiste à dire on agit au sein de l'Union européenne, mais il faut proposer des enjeux, des nouvelles ambitions et pour l'Union européenne, je pense que c'est extrêmement angoissant. C'est extrêmement angoissant pour les citoyens français qui sont, je pense, attachés à l'Union européenne, de se dire est-ce que c'est totalement figé, est-ce que ça ne peut pas évoluer? Moi, je crois que ça peut évoluer et c'est ce dont on débattra au cours de la campagne pour les européennes. C'est un coup dur quand même pour Emmanuel Macron qui a toujours montré son fort européanisme, j'allais dire. Là, il se prend une claque.
Non, c'est pas un coup dur parce que je veux dire, ça nous renforce que dans notre conviction de nous dire qu'il y a des pratiques qui doivent évoluer. Il y a des choses qui fonctionnent bien au sein de l'Union européenne. Moi, je pense qu'on peut toujours parler du Frexit, mais quand on voit le Brexit, et je suis ce dossier avec beaucoup d'attention, je peux vous dire que ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas comme ça. C'est pas juste on sort de l'Europe et il y a aucune conséquence. C'est une erreur d'avoir cette vision et cette analyse. Non, ça se passe pas bien. 40% des Français ce soir pour le Frexit. On n'a jamais eu un sondage pareil. Ça vient de sortir. Non, mais ça se passe pas bien. Je pense qu'il faut pas mentir aux gens sur le comme quoi les gens avancent, ça avance. Mais je pense effectivement qu'il faut peut-être refonder l'Europe et travailler à c'est quoi l'Europe pour dans les 15 ou 20 prochaines années. Oui, mais vous dites ça à chaque fois. Je vous dis directive et détachement on n'a pas fini de la traiter puisqu'on est à 3 mois d'élections européennes absolument cruciales. Donc évidemment qu'on y reviendra très longuement sur Public Sénat. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat, parfois dans une ambiance houleuse et animée. Mais on s'en est sorti. J'espère que le téléspectateur nous a bien entendus et bien compris. Vous a bien entendu surtout.